Bon, espérons que ça va marcher cette fois-ci. Espérons que ça va marcher cette fois-ci. Mada, comment ça va? Comment c'est bien? Peine de fall. Monsieur Mbacke, da ngay vérifier téléphone bi après nga déverrouiller ko nga xool ba xam. D'accord. Des fois, ces gens de bug, ça arrive. Ok, ok, ça va. C'est bon, ça marche. Ah, donc c'est un petit peu quoi. Ok, merci Faut beaucoup. ingénieur des mots. Non, pas du tout. Avant tout, nous remercions tout le monde de les 50. Bon, il y a une cinquantaine de personnes qui sont déjà là. Oui. Et ça s'annonce que ça va être tout aujourd'hui, Kamouchi. Le plaisir est mien. Ça va. Donc, nous allons commencer. Je pense qu'on peut commencer. Oui, bien sûr. Ok. Oui, en commençant, nous vous sollicitons, vous, genre, d'essayer de poser des questions qui sont en rapport avec le sujet, s'il te plaît. Parce que nous ne voulons pas d'avoir d'autres incidents comme la fois passée. J'avais mis ça dans mon story et aussi je l'ai publié sur Twitter et Instagram. Parce qu'en fait, nous aimerions bien que l'ensemble de ce qu'on dira aujourd'hui nous aide dans notre avenir et sur ce qu'on fait actuellement. Donc, sans maintenant, nous allons laisser M. Mbake se présenter. Et après, il va nous parler du sujet. Et si on a des questions au cours de la présentation aussi, nous allons les poser. Et après, nous allons essayer de poser vous aussi vos questions. Si vous avez des questions en attendant, vous pouvez les écrire au niveau au niveau des commentaires. Et après, on va les recenser. Donc, M. Mbake, à vous de là. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à cette session live. Cela m'honore beaucoup. Je vais commencer donc, comme vous me le demandez, par me présenter. Je m'appelle Ahmed Bamba Mbake. Je suis enseignant-chercheur à l'École supérieure polytechnique de Dakar, au département génie informatique, où j'enseigne essentiellement les bases de données avancées, et je travaille aussi tout ce qui est autour de la conception de systèmes d'information. Ce sont les trois grands domaines dans lesquels on me connaît ou on me reconnaît. En dehors de cela, je participe à beaucoup d'autres activités. Notamment, je m'efforce à travailler dans le domaine de l'innovation, à pousser les gens à produire des choses qui sont différentes et qui sont adaptées à notre contexte et qui soient à la pointe de la technologie. Pardon. En même temps, oui. Et je vais essayer de l'épingler, s'il te plaît. Ok, vous pouvez continuer. D'accord. Donc, en même temps, ceux qui me connaissent sous la casquette de l'enseignant-chercheur, de l'encadrant. Dieu a fait que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Ceux avec lesquels j'ai eu à travailler sont devenus maintenant non pas des étudiants ou des ex-étudiants, mais sont devenus des camarades et des amis. En même temps d'être des collègues très souvent aussi. Donc, nous sommes dans un écosystème qui n'est pas aussi grand que cela, quand même, il ne faut pas oublier, nous sommes dans un pays avec à peu près 14 millions d'habitants. Et dans ces 14 millions d'habitants, il y a un institut dans lequel on se retrouve une assez grande quantité de matière grise. Donc, ceux qui ne sont pas de l'ESP pourront m'en vouloir. On dit toujours ESP un jour, ESP toujours. Moi, je dis être bon ne suffit pas à l'ESP, il faut être le meilleur. Okay, donc, je vais vendre un petit peu l'école. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une thématique qui revient un petit peu tous les jours depuis près de 2 mois dans nos journaux à nous. C'est notamment le Covid-19 et les relations qu'il y a entre ce que nous sommes censés faire dans notre domaine en matière de traitement de données, notamment quand on parle de big data, quand on parle d'analyse de données, quand on parle de statistiques, quand on parle de machine learning, quand on parle de deep learning. Quelles sont les relations qui peuvent exister entre ce qui se passe aujourd'hui en matière de Covid-19 et ce qui se passe au niveau de la gestion des données et des traitements de données. Donc, on va essayer aujourd'hui de trouver un lien entre les deux. Et je suis totalement ouvert pour répondre à toutes les questions qui peuvent venir de l'auditoire. Ok. En fait, on va
on va commencer par parler un peu des éléments qui se trouvent dans le sujet. Parce que peut-être il y a des gens qui sont en première année ici, peut-être deuxième année ou bien cinquième année master. Donc, avant tout, on va avec bon, assez bref. C'est quoi le big data en tant que tel? C'est quoi machine learning? C'est quoi data mining, etc. De manière très D'accord. De manière très ramassée, ce sont des techniques qui tournent autour de la gestion de données. On n'est pas sans le savoir. Aujourd'hui, on va dire, avec déjà l'avènement d'Internet, avec la réduction des coûts d'accès à Internet, notamment l'accès à un terminal, le coût de l'accès à un terminal qui facilite la connectivité, le coût de la connectivité en elle-même, et la diversification des services, automatiquement, on s'est vu avec une prolifération de la production de données à une échelle que l'on ne pouvait pas imaginer avant. À chaque minute et à chaque seconde même, des millions de mails s'échangent, des millions de posts sont produits sur Twitter ou sont produits sur Instagram ou sont produits sur Facebook, sont produits dans des pages Internet, ce qui constitue des amas de données qui sont très, très importants. Et dans cet amas de données, la gestion de cet amas de données qui est aussi volumineux, c'est ce qu'on appelle le big data. Donc, il est caractérisé par une hétérogénéité des types de données. Donc, avoir des fichiers Excel, c'est une chose, mais avoir des fichiers log, c'est autre chose. Avoir des images, c'est encore différent. Et avoir un troisième flux, comme par exemple une source de données comme Twitter, ou bien avoir comme source de données un web service, tout cela peut concourir à être intégré dans un seul jeu de données, dans lesquels l'hétérogénéité est un défi, mais la célérité à laquelle les données sont produites aussi pose un problème, en même temps que la volumétrie. Donc, comment peut-on arriver à analyser cet amas de données aussi important? C'est ce qu'on appelle le big data. Toutes les techniques qui vont tourner autour, les techniques de stockage, les techniques de calcul, les techniques de transfert de ces données, les techniques d'analyse de ces données, c'est ce qu'on appelle grosso modo le big data. En parallèle au big data, dans l'intitulé, vous voyez, on parle d'analytics. Bon, certains vont parler de business intelligence ou autre. Donc, dans cet amas de données qui évolue dans le temps, à un moment précis, on peut s'arrêter et faire une photographie de ces données ou faire une photographie de l'état des données pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer ou l'état où nous en sommes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'analytics. La capacité à analyser les données, mais de manière superficielle en fonction de photographie de l'état de ces données. Certains vont produire des courbes, des statistiques, certains types de diagrammes. Donc, on a plusieurs formes de représentation de ces différentes données, mais qui vont faciliter la compréhension. Aujourd'hui, en matière d'analytics, par exemple, vous allez voir qu'on va vous dire, tiens, il y a un diagramme qui dit qu'il y a 10% de cas communautaires, on va avoir 30% de cas à contact, et on va voir peut-être 30% d'autres types de cas. Et on va essayer de représenter le tout sur un diagramme qui est très très simple, un diagramme circulaire où chaque secteur angulaire va permettre de représenter quelque chose. Donc là, c'est une photographie à un instant donné. Ça va être de l'analytics. On va avoir quelque chose d'un peu plus profond parfois, où on va nous dire, tiens, de cet amas de données, est-ce que je peux comprendre les phénomènes? Quand on va essayer de comprendre ces phénomènes, c'est qu'on va mettre en relation les différentes informations qu'on a en face de soi et mettre en relation non pas juste les données, mais comment elles évoluent. Pour voir est-ce que ces évolutions sont liées les unes entre les unes avec les autres. Et ensuite, on va voir de manière un peu plus approfondie comment est-ce qu'on va pouvoir choisir deux attributs ou deux informations et voir quels sont les attributs ou les informations qui sont significatives. Donc, quand on va aller dans ce sens-là, on va aller faire par exemple du data mining. Le data mining, c'est la fouille de données. Dans la fouille de données, on va essayer de parcourir l'ensemble des informations et voir est-ce qu'il existe des liens entre ces différentes informations, est-ce qu'il existe des lois qui les relient. Et si ces lois existent, elles vont nous faciliter la compréhension du monde, de notre environnement. Aujourd'hui, on peut dire, tiens, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de coronavirus dans une zone va dépendre de la température ou du climat?
Certains peuvent se dire, OK, bon, dans ce cas-là, analysons l'évolution de la température avec l'évolution du nombre de coronavirus. Analysons-les chez nous, analysons-le dans un autre pays, analysons-le dans d'autres pays pour pouvoir dire, est-ce qu'effectivement, il y a un lien? Si on arrive à trouver des liens, on arrive à donc déterminer des lois de la nature, et à ce moment-là, on peut prendre des actions. On peut demander aux populations de se déplacer, de quitter les zones chaudes pour aller vers des zones froides, par exemple. On peut leur demander de se protéger, de se prémunir en restant chez eux si la température dépasse 30 degrés. Donc, ces différentes lois de la nature que l'on arrive à retrouver constituent des outils d'aide à la décision. Maintenant, il existe d'autres techniques qui sont encore plus avancées. Ces techniques plus avancées vont nous permettre de faire de la prédiction, vont nous permettre d'analyser ou de détecter des cas qui sont improbables. Par exemple, si on se dit, j'ai beaucoup de paramètres, le nombre d'hôpitaux qu'il y a dans une zone, le nombre d'écoles dans une zone, le nombre de déplacements dans une zone, le nombre de cas de coronavirus, j'ai tous ces paramètres en jeu et je ne sais pas comment faire pour savoir quelles sont les informations qui vont me permettre de prédire quel sera le nombre de coronavirus d'ici 30 jours. J'ai toutes ces informations-là qui existent en face de moi. Mais au lieu de chercher par moi-même à déterminer ces lois de la nature en analysant par moi-même l'évolution des différents paramètres, je vais prendre une machine qui va me remplacer et qui va faire cette analyse à ma place. Et qui va, au fur et à mesure que les données lui sont introduites, essayer de faire différentes combinaisons pour voir est-ce qu'il existe des liens, est-ce que ces liens sont significatifs, et au fur et à mesure permettre de déterminer des modèles. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le machine learning. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, de manière très, très évoluée maintenant, arriver à faire ce que la personne ou ce que l'individu ou ce que le scientifique faisait par lui-même manuellement en analysant les données. Donc maintenant, on est capable de transférer cette aptitude à un ordinateur. À la fin, il va pouvoir avoir une forme de modèle d'évolution des données en fonction de tous ces paramètres qui vont lui permettre de faire des prédictions. Donc, la technologie a tellement évolué que ces systèmes qui permettent d'analyser et d'en déduire des lois de façon automatique et de donner des lois qui permettent de représenter la nature de façon intelligente, ben, ces systèmes sont devenus de plus en plus performants parce que les machines qui permettent de faire ces calculs sont devenues de plus en plus performants. Ces techniques peuvent être utilisées aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de données, donc on peut se permettre d'automatiser les processus d'analyse de ces données et avoir des lois. C'est ce qu'on appellerait le machine learning. Maintenant, derrière, ces données peuvent provenir de la nature, peuvent provenir de systèmes, peuvent provenir des télécoms, etc. Donc, grosso modo, c'est ça. Cette définition assez claire, simple aussi, est tellement compréhensible grâce aux exemples que vous donnez. Bon, maintenant, en fait, c'est pas quelque chose qui m'intrigue, mais je vois parmi ces noms, vous avez cité télécom. Qui existe entre ces trois éléments-là et le télécom? Aujourd'hui, les télécoms font partie des plus grandes sources de production de données. En matière informatique, si on revient à des principes fondamentaux, on dit qu'il y a toujours, quelle que soit l'échelle, trois éléments qui reviennent. Il y a la capacité de calcul, la capacité de stockage des données, mais il faut en plus la capacité à transmettre ces données entre ceux qui calculent et ceux qui stockent. Ce sont les trois pierres angulaires de tout système informatique. Quand on prend même un microprocesseur, ceux qui ont fait les cours de base ont entendu parler d'unités arithmétiques et logiques, ont entendu parler de registres, ont entendu parler de bus. Donc, ils ont entendu parler d'un système qui est capable de stocker de la donnée, qui est le registre. Ils ont entendu parler des systèmes qui transmettent la donnée et ils ont entendu parler des systèmes qui font les calculs. Quand on change d'échelle, on va voir ces triptyques revenir, même dans l'architecture de nos applications. On va nous parler de systèmes qui est capable de stocker de la donnée. On parle souvent de base de données. On va parler des systèmes qui traitent les données, les systèmes applicatifs. Mais souvent, on oublie qu'il y a entre les deux un système de transmission.
et de gestion de transfert de ces différentes données. Et c'est là où les télécoms reviennent de manière prépondérante. Donc là, c'est la première partie. Aujourd'hui, cette triptyque s'est retrouvée dans la gestion du Covid-19. On va l'approfondir un petit peu plus tard. On va voir que il y a beaucoup de sources de données qui sont utilisées actuellement pour gérer ce phénomène. Mais derrière, finalement, on s'est retrouvé à revenir à des opérateurs télécoms pour de la gestion de la donnée. Et pour pouvoir avoir accès à des données qui sont très significatives et qui, pendant très longtemps, ont été négligées. Donc, les télécoms restent dans le cœur de tous les systèmes d'information. Ils restent dans le cœur de tous les systèmes qui traitent les données pour obtenir ces informations. Et ils ne sont pas à négliger quand on prend ce genre de thématique. Ok. Ok. En fait, donc, avant de parler de la COVID-19 et tout ce qui se passe avec data mining, les projets que vous êtes en train de mettre en place, on va essayer de poser certaines questions. En commençant, vous avez parlé de tout ce qui est base de données et tout ça. Bon, avec l'avènement du big data actuellement, est-ce que les gens qui sont spécialisés en base de données, ou bien les gens qui travaillent dans l'avenir sur les bases de données, est-ce que ça ne va pas être caduc, tout ça? Non, en fait, quand on parle d'évolution, quand on parle d'évolution, ça signifie qu'il y a des choses qui ne seront plus nécessaires. Ok. Mais ça signifie qu'il y aura des choses nouvelles. Ok. C'est bon. Quand on parle de ces différents métiers, il y a des métiers qui ont tendance à disparaître. Jusqu'à un certain moment, quand on arrivait à un niveau Bac+2, on parlait d'analyste programmeur. Cette personne avait la capacité à concevoir et à modéliser des jeux de données et à les implémenter, même si son rôle n'était pas la conception. Aujourd'hui, on en est arrivé au NoSQL. On en est arrivé à des systèmes où la structuration des données n'a pas besoin d'être statique. Deux informations peuvent se succéder, être stockées dans la même unité, sans avoir exactement les mêmes champs, sans avoir exactement la même organisation, sans subir les mêmes contraintes. Cela ne veut pas dire que le métier d'analyste a disparu, mais c'est qu'il a dû être transformé et être adapté vers ces nouvelles technologies. C'est ce qui va se passer sur les données. Aujourd'hui, avec l'avènement notamment du machine learning, on peut se poser la question, est-ce qu'il est encore nécessaire d'avoir des analystes ou bien des statisticiens? Des gens qui vont se focaliser sur des données, essayer de faire des statistiques et comprendre quels sont les liens qu'il y a entre ces différentes données. Alors que de l'autre côté, il y a des systèmes qui sont capables de faire tout cela de façon systématique, automatique et avec de meilleures performances. C'est sans compter qu'il y a un paramètre, l'interprétation. Le rôle de l'homme, à partir d'un moment, était dans la conception de ces systèmes. Aujourd'hui, on est passé à l'utilisation de ces systèmes. Ces systèmes ont tendance à les remplacer, mais ils ne peuvent pas totalement les remplacer parce qu'ils n'arrivent pas à faire de l'interprétation sur ces jeux de données. Bon, on compte beaucoup sur l'intelligence artificielle pour y arriver. Donc, avec de plus en plus d'introduction d'intelligence artificielle, on va voir que les choses vont évoluer. Maintenant, de nouveaux métiers vont apparaître là-dessus. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens... C'est ça même la question. La question se pose. Oui. Ben, par exemple, aujourd'hui, on va parler de high frequency, de haute fréquence, de gestion de données ou de transactions en haute fréquence. C'est devenu un métier à part entière. Il ne s'agit pas juste d'être capable de comprendre quels sont les flux de données ou de les gérer, mais imaginez aujourd'hui si quelqu'un doit gérer un système où les informations transitent à des téraoctets de données par seconde. Et dans ces téraoctets de données par seconde, on va avoir des transactions financières. Donc, la capacité à analyser ces données qui circulent à de très, très grandes vitesses et qui ont une très, très forte valeur ajoutée, une très, très forte valeur financière, va devenir un nouveau métier.
Quand on va avoir des systèmes aujourd'hui, si on parle d'IoT, on va avoir beaucoup de données qui vont être produites par des systèmes hétérogènes, avec des normes qui vont sortir, être capable de travailler sur ces données avec leur hétérogénéité, avec un niveau sémantique sur ces données, va devenir un nouveau métier. Et il est devenu d'ailleurs déjà un nouveau métier. L'aspect sécuritaire dans la gestion de ces données avec leur volumétrie et la capacité d'analyse va devenir aussi un de ces métiers. Ça signifie qu'on va devoir pouvoir être un spécialiste en big data, mais orienté sécurité. On va pouvoir faire du big data, mais être orienté purement réseau et télécom. On va pouvoir faire du big data et être orienté finance. Donc, la technique sera une chose, mais l'application de ces techniques dans des logiques métiers spécifiques va permettre de créer tout un autre ensemble de métiers. Ok, ok. C'est génial, c'est génial. En fait, pour parler de ça, en fait, parce que hier, j'avais reçu une question. Bon, j'avais dit que c'était pas trop important, mais comme je le dis, en fait, nous avons créé cette communauté pour une question de partage et tout ça. Mais il Mhm, faut retrace euh, le lien qui existe entre les bases, bon, l'SQL, le NoSQL et les big data. mhm. C'est ça qu'il voulait savoir, en fait, le link et qu'est-ce qui permet de quitter du SQL jusqu'au big data. D'accord. D'abord, il faut commencer par ce qui a fait qu'on a eu besoin du SQL. Oui. Ce qui a fait qu'on a eu besoin du SQL, c'est qu'on a eu besoin d'un langage qui était entre les couches applicatives et la gestion des données, parce que l'évolution technologique était plus forte sur la couche applicative. Elle était plus rapide. Les besoins des utilisateurs en termes d'évolution de la logique métier étaient aussi très, très rapides. Donc, on pouvait avoir besoin de changer la partie applicative de manière régulière, mais de l'autre côté, les données étaient structurellement plus stables. Donc, il fallait un langage intermédiaire qui était indépendant entre ce qui se fait au niveau applicatif et ce qui se fait en matière de gestion de données et qui soit universel. Qui fait que je peux changer de langage, je peux changer de framework, que je peux changer de bibliothèque et malgré tout pouvoir continuer à travailler avec la couche de données. Et c'est de là qu'est apparu ce standard. Parce que le SQL n'est pas juste le langage, mais c'est un standard. Donc, c'est un standard qui a marché pendant près d'une vingtaine d'années, ou plus, qui marche d'ailleurs jusqu'à présent, mais qui a connu son summum pendant près d'une vingtaine d'années. Mais au fur et à mesure, avec l'introduction d'Internet, du Web et du Web 2 aujourd'hui, l'évolution rapide est devenue encore plus rapide au niveau de la couche applicative. Et elle remettait en question à chaque fois l'organisation et la structuration des données. Donc, il a fallu trouver une solution qui permette de stocker les données, d'avoir une facilité d'accès à ces données en augmentant les performances. Les performances aux bases de données niveau relationnel n'étaient plus suffisantes, elles atteignaient leurs limites, notamment dans les vitesses en termes de consultation. Ça a commencé à atteindre sa limite et en même temps, ce n'était plus assez souple pour gérer des données de couches applicatives qui allaient de plus en plus vite. Donc, il a fallu trouver quelque chose qui n'était pas le SQL, qui ne dépendait pas de l'organisation statique des données telles que la vision du relationnel l'imposait, et en même temps avoir les mêmes services. Okay. C'est là que sont apparues les bases de données NoSQL, qui se distinguaient justement du SQL parce qu'elles n'utilisaient pas le langage SQL. Tellement près de 90% ou 100% des bases avant utilisaient ce SQL. Donc, ils n'utilisent plus le même langage de requête, ils n'utilisent plus la même organisation des données, ils ont des capacités à monter à l'échelle qui sont plus faciles et ils rendent un service un peu plus performant. Donc, bien entendu, ça signifie qu'il y a des lois qui s'appliquaient à tout ce qui était base de données relationnelles qui ne s'appliquent plus dans ce contexte-là. Donc, ça a permis de créer tout ce qui était NoSQL. Maintenant, quand on parle de big data, on est au-dessus de tout ce qui est SQL, NoSQL. On est dans un autre contexte. Dans le big data, on ne s'occupe pas, à la limite pas, d'une organisation formelle des jeux de données. Okay. Ce qui nous intéresse quand on parle de big data, c'est gérer une grande volumétrie de jeux de données.
Imaginez qu'on vous parle d'une base de données qui gère 1 Tera pendant tout un cycle de vie. Ok. Et du jour au lendemain, on passe à des systèmes d'information où la base de données est capable de stocker 1 Tera de données chaque jour. Ok. Et on passe encore vers un autre environnement où chaque seconde, on doit être capable de gérer 1 Tera de données. Entre gérer 1 Tera de données sur tout un cycle de vie applicatif et gérer 1 Tera de données par seconde, les technologies ne sont pas les mêmes parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Par contre, quand on parle du big data, dans le big data, on peut avoir du SQL, on peut avoir du NoSQL, on peut avoir toute autre forme de flux de données. C'est génial. C'est bon. Ok. Donc, le big data, c'est essentiellement la très grande volumétrie, quelle que soit la technique utilisée derrière pour l'acquisition de ces données, ou le transfert de ces données. C'est la volumétrie, la performance, qui sont essentiellement centrales. Et l'hétérogénéité, c'est-à-dire que les sources de données peuvent être quelconques. En fait, bon, merci quand même merci encore une fois pour ces explications. Franchement, sont tellement claires et limpides, hein. Franchement. Donc, on va essayer de fermer cette partie en posant juste la question de Cheikh Mbacké, qui parlait en fait des blockchains dans tout ça. D'accord. Et ce parti- Mhm. D'accord. Les blockchains sont apparus pour créer un système de confiance qui soit décentralisé. Quand on parle beaucoup des blockchains parce que le milieu de la finance est intervenu dedans. Supposez que vous avez une banque centrale vers laquelle toutes les opérations financières sont centralisées. Et donc, à chaque fois qu'on a besoin de vérifier ou de contrôler une opération, il faut revenir à ce registre central si l'opération n'a pas été faite chez nous. Donc, il fallait trouver un système. Donc, ça donnait un poids très, très fort à ce système central. C'est comme quand on prend un réseau et on a un nœud central dans ce réseau. Si ce nœud tombe en panne, tout tombe en panne. Donc, trouver un système qui était distribué, qui fonctionnait presque en modèle point à point, où chaque information qui était enregistrée était distribuée sur tout ce réseau et répliquée, faisait qu'en fait, on n'avait plus une seule entité, un seul tiers de confiance. On a plusieurs entités qui gèrent la confiance. Le modèle qui nous est plus proche, c'est, on va revenir à notre culture, à notre tradition, c'est l'arbre à palabres. À chaque fois que quelque chose d'important, ou la mosquée, ou l'église, pour certains, à chaque fois que quelque chose d'important doit se faire, ça doit se faire devant des témoins. Et des personnes clés doivent se retrouver sous l'arbre à palabres ou dans la mosquée et partagent l'information. Donc, quand une personne va se marier, par exemple, elle va aller dans cet environnement. Et tous ceux qui sont là, en fait, représentent des registres qui vont avoir des copies de l'information de ah, telle personne s'est mariée avec telle personne. Ils partent. Et si 3 jours après, monsieur revient sous l'arbre à palabres avec une autre épouse et dit ah, je veux me marier. Pour qu'il puisse se marier, il faudrait que tous ceux qui soient là puissent dire attention, ce monsieur s'était déjà marié auparavant. Est-ce qu'il a le droit de se remarier? Donc, on va pouvoir lier son nouveau mariage à l'ancien mariage par un système qui est décentralisé. Et si la majorité dit, ah, attention, ce gars s'était marié avant, donc il ne peut plus se remarier, le système de confiance ne dépend plus d'une seule personne, ne dépend plus d'un seul individu centralisé, il dépend de toute une communauté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vont lier toutes les actions de l'individu à son historique pour valider ce qui va se passer. Donc, quand une transaction financière, notamment, doit se faire, un échange, supposons que vous avez de la blockchain avec du smart contract pour l'achat d'un véhicule, vous voulez faire muter votre véhicule. Et on a un système de blockchain. Automatiquement, on va voir que les assurances vont dire, ah tiens, le numéro que vous avez fourni pour ce véhicule n'est plus valable parce qu'entre-temps, il a été déjà vendu à un tiers. La banque peut ne pas le savoir. Le service des PNUD peut ne pas le savoir. Mais parce que le service des assurances, la voiture doit être assurée chaque année, il détient un registre
où l'ensemble des informations sur l'individu ont été séquentiellement traitées, va pouvoir rejeter la transaction. Et donc, on peut avoir donc finalement tout ce réseau où chaque information qui est chaque transaction qui est traitée va être enregistrée de manière distribuée, jusqu'à que tous ceux qui soient présents aient une copie de l'information et puissent valider toutes les nouvelles transactions qui viennent. Et pour en garder la cohérence, la blockchain va permettre de dire, OK, je lis toute information qui vient à son historique. Et pour cela, il y a tout un ensemble de techniques mathématiques qui interviennent. Ok, merci. Donc, j'essaie de ne pas être trop technique. C'est extrêmement génial. Franchement, en fait, même pour une personne qui vient de commencer dans ce domaine, va comprendre, en fait, pour dire vrai. Bon, en fait, pour rappel, j'ai deux types de catégories de questions. Il y a des questions qui parlent sur tout ce qui est données personnelles. Ne vous inquiétez pas. Et aussi, j'ai des questions aussi qui portent sur les métiers qui concernent le big data et tout ça. Et aussi, après, ne vous inquiétez pas, on va parler aussi du COVID-19. Je pense que je vais essayer vu que vous parlez des blockchains, je vais vous poser les questions qui touchent un peu les données personnelles et tout. Parce qu'il y a une personne qui disait que qu'en pensez-vous de la protection des données au Sénégal? D'accord. La protection des données, on est en avance sur beaucoup, on est en retard sur certains points. Notamment, on est en avance sur beaucoup d'États parce qu'on a eu déjà depuis 2008 une loi sur les données. On a eu la loi qui porte sur le numérique et qui donnait déjà une valeur juridique à la donnée numérique. Et cela depuis 2008. Ensuite, la loi sur la protection des données à caractère personnel est intervenue pour protéger les individus, notamment dans un contexte où la donnée ayant de la valeur, encore plus la donnée portant sur les individus, elle a tendance à s'échanger et à être utilisée indépendamment de celui sur qui porte la donnée. Aujourd'hui, si vous allez à un hôpital et que dans cet hôpital, on dit que vous avez une catégorie de maladies. On dit que, par exemple, vous avez le diabète ou l'hypertension. Et qu'en rentrant chez vous, vous voyez que votre voisin sait que vous avez du diabète ou de l'hypertension, ça ne vous plairait peut-être pas. Parce que vous considérez que c'est quelque chose qui est du ressort de votre santé, qui est du ressort de l'intime. Donc, si un médecin qui connaît votre voisin vend les informations qui vous concernent à votre voisin, sans votre consentement, cela peut vous déplaire. Si on change d'échelle et qu'on rentre au niveau informatique avec tout ce qui est réseau, ce qui se passe, c'est que vous rentrez dans un site de vente en ligne, par exemple, vous voulez acheter quelque chose, vous mettez votre nom, votre prénom pour avoir un panier. Vous validez ce panier, vous faites de l'acquisition et vous laissez votre adresse pour qu'on puisse vous livrer, vous laissez votre numéro de téléphone. Donc, automatiquement, cette information peut être vendue à un commercial en lui disant « Ah, vous pouvez faire de la prospection commerciale en utilisant cette liste d'informations. » De la même manière, le médecin aurait pu vendre sa liste de patients à un pharmacien. On aurait pu vendre cette liste d'informations à un supermarché ou à un politicien ou à un quelconque tiers, indépendamment de vous, alors que ces données gèrent un petit peu votre intimité. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que la loi aujourd'hui impose à tous ceux qui font des systèmes d'information de venir déclarer l'ensemble des traitements qu'ils font sur les données portant sur des individus et qui permettent de reconnaître ou d'identifier cet individu. C'est ce qu'on appelle une donnée à caractère personnel. Si cette information permet de revenir à l'individu et de l'identifier, on considère que c'est une donnée à caractère personnel. Et donc, tout système d'information, et quand on parle de système d'information, ça peut être même une simple application mobile qui reste sur un ordinateur et qui ne communique pas sur Internet. Donc, automatiquement, vous avez l'obligation aujourd'hui de par la loi de venir dire que, ah tiens, vous avez tel système, voici les types de données qui sont échangées, voici comment vous protégez les données des individus et voici tous les traitements que vous pouvez faire sur l'individu. Ah oui, et donc même que
et même tu as répondu, même la question qui disait c'est quoi les données personnelles. Donc, en fait, Voilà. autre question en disant est-ce que le système éducatif sénégalais, bon, sénégalais n'est pas en retard concernant tout ce qui est big data, traitement de données et tout ça. Je vais y venir en disant que on a de la chance. On est dans un pays ouvert en matière d'accès à la connaissance. Okay. Donc, je ne juge pas le niveau d'acquisition de connaissances dans notre pays par rapport au curricula pédagogique officiel. Ceux qui sont dans le milieu, ceux qui sont dans le domaine, ont accès à Internet de façon différente de la population classique. Ils accèdent à des sources de données qui sont les mêmes que les autres. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, ils accèdent aux mêmes sources de données, ils accèdent aux mêmes lois. Bon, on me dit il y a la loi du 25 janvier qui est devenue caduque, effectivement. Il y a le code numérique qui est venu après. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont apparues qui font que on sait ce qui se passe. Maintenant, est-ce qu'on a le cadre? C'est là où je vais en venir. C'est-à-dire qu'on n'est pas en retard en termes de connaissances. Mais dans le cadre qui nous permet de faire de l'application de ces connaissances, des fois, on peut avoir du retard. Ok, c'est clair ça. Notamment aujourd'hui, très peu de gens savent que il y a une loi pénale qui encadre tout ce qu'on fait sur le plan du numérique. Le fait de prendre une donnée qui ne nous appartient pas peut nous ramener jusqu'à 5 ans de prison et 10 millions d'amende. Moi, je ne le savais pas. Donc, et malheureusement, tous ceux qui sont en informatique devraient le savoir. Ils manipulent des données qui aujourd'hui peuvent les amener en prison du simple fait de copier une donnée ou d'acquérir une donnée ou d'essayer d'accéder à un système d'information sans même y avoir droit. On ne dit même pas de réussir. D'essayer même d'accéder à un système d'information sans y avoir le droit peut nous ramener en prison avec des amendes assez longues. Ça devrait être inclus dans nos formations. Le fait de connaître la loi sur les données à caractère personnel, pour ceux qui font de l'informatique et ou ceux qui font des télécoms, ou même ceux qui font aujourd'hui des finances et qui se basent sur l'utilisation de données numériques, ben même ces personnes devraient être au fait du cadre juridique. De la même manière qu'un ingénieur en génie civil connaît la loi sur la construction, ou qu'un médecin connaît le cadre juridique dans son métier. Donc, au niveau du système éducatif, on est déjà en retard un petit peu de ce côté-là. Deuxième point sur lequel on est en retard, c'est le fait que l'ensemble des évolutions technologiques sont tellement diversifiées qu'avec une population où les sciences sont minoritaires en termes de population, tout ce qui est sciences, technologies, mathématiques, etc., les STEM, vu qu'on a un minimum de personnes qui accèdent à ces STEM parce qu'on considère que c'est élitiste, ça fait qu'on n'a pas suffisamment de personnes pour couvrir tous ces domaines. Si aujourd'hui, on veut avoir le nombre de spécialistes en big data dans le pays, ils peuvent tenir dans une salle de 15 personnes. Si on veut avoir le nombre de spécialistes en sécurité, qui sont vraiment des spécialistes en sécurité dans le pays, ils peuvent tenir dans une salle de 30 personnes. Ça signifie que la ressource humaine en la matière n'est pas suffisante, alors que dans toutes les entreprises, il devait y avoir quelqu'un qui couvre le domaine. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de personnes qui couvrent ces domaines, ça signifie qu'il n'y aura pas suffisamment de spécialistes. Et donc, technologiquement, il y aura une forme de retard qui est due au simple fait qu'on n'a pas atteint une masse critique. Si aujourd'hui, on dit on veut 20 développeurs je vais citer, je dis aujourd'hui, j'ai un projet, je veux 30 développeurs Angular. Ou bien je veux travailler sur la fibre optique, j'ai besoin de 30 ingénieurs spécialistes en fibre optique. Je prends ces 30 ingénieurs où dans mon pays aujourd'hui? Du fait qu'on n'a pas suffisamment de formations spécialisées, parce qu'on n'a pas suffisamment de personnes qui entrent dans cette formation, on ne peut pas avoir des spécialités pointues et diversifiées. Ce qui cause une forme de retard. Mais je dis ce retard est virtuel. Parce qu'intrinsèquement, les individus
arrivent à s'auto-former, arrivent à atteindre un certain niveau technologique parce que ils ont accès à l'information. Mais ils ne vont accéder à l'information dans le cadre professionnel qu'en fonction de leurs besoins. Ok. Bon, je pense que quand même c'est assez clair et ça a répondu presque, bon, une dizaine de questions que j'avais déjà reçues. Et grâce à l'explication que vous avez donné tout ça, je pense que je vais juste bon, poser cette question pour au moins entrer au niveau des métiers Big Data et tout ça. Bon, on va parler de données en fait. Il me Oui. disait, bon, il pose la question en disant que est-ce que nous ne devons pas se méfier des tracking de données vu qu'on parle des protections de données. Non, le tracking des besoins de données, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on veut des services spécialisés qui nous offrent des services qui soient adaptés à notre individu, à ce moment-là, on a besoin de ce tracking. Le tracking permet d'alimenter des algorithmes de machine learning, par exemple, qui vont permettre de profiler l'individu et de lui fournir exactement ce dont il a besoin. Si, par exemple, je rentre sur YouTube, est-ce qu'on a envie que YouTube suive l'ensemble des vidéos qu'on a eu à regarder? La succession de vidéos que j'ai eu à regarder, les thèmes qui courent autour de ces vidéos que j'ai eu à regarder, permet à YouTube, quand je me reconnecte, de me fournir un contenu qui me correspond. Si je ne veux pas qu'il puisse me fournir un service qui me correspond, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'être traqué. Je parle en mon intérêt à moi-même. Maintenant, si je me mets à la place de l'entrepreneur, ce type de tracking lui permet de mieux connaître son client et de fournir des services plus adaptés et donc de le fidéliser et donc d'avoir un modèle économique plus pérenne. C'est ce qui fait que quand je rentre dans un site commercial, automatiquement, les cookies qui sont laissés par un site commercial vont être récupérés peut-être par Facebook pour que Facebook puisse me fournir de la publicité adaptée à moi. Et ensuite, qu'ils soient récupérés par Google pour me fournir aussi de la publicité adaptée à moi-même. Donc, l'enjeu, c'est vrai, est clair. Le tracking leur permet maintenant de connaître plus même que ce que je ne voudrais qu'ils connaissent de moi. En fonction des horaires auxquels je me connecte, ils peuvent savoir si je travaille ou pas. En fonction du type de contenu qui est visualisé sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, ils peuvent savoir si je suis marié, si j'ai des enfants. Ils peuvent savoir quel est l'âge moyen de mon enfant. Ils peuvent savoir quel est l'âge moyen de ma femme. Ils peuvent savoir quelles sont les langues qui sont parlées chez moi. En fonction du type de vidéo que je regarde, ils peuvent savoir quel est mon niveau économique, le niveau de mes revenus ou le niveau de revenus de mon foyer. Donc, ils peuvent savoir tout ça juste en me traquant. Ils n'ont pas besoin d'accéder à mon compte bancaire. Ils n'ont pas besoin d'accéder à des extraits de naissance pour pouvoir utiliser des algorithmes de fouille de données et arriver à profiler les individus et à profiler leur comportement. Maintenant, il faut faire un choix. Est-ce que je veux des services optimaux, adaptés à ma personne, ou bien est-ce que je veux tout simplement avoir le choix? C'est là où il faut se trouver. Maintenant, c'est dangereux, oui, parce qu'on ne sait pas qui a accès à ces données et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. C'est là où le cadre juridique intervient. Mais la technologie ne va pas s'arrêter. Okay. C'est génial en fait, quoi. En fait, donc maintenant, on va poser 3 questions et on va vous laisser parler du projet de la COVID-19 concernant le Big Data et tout ça. Bon, mais je vais ramasser les questions. La première question, c'est les métiers du Big Data. Ça, c'est la première. Bon, vous pouvez répondre à ça, je ne me trompe pas. Et après, je vous... Oui. Bon, est-ce qu'on peut parler réellement du Big Data? Est-ce qu'on a des détails au Sénégal concernant le Big Data et tout ça? Bon, ah oui. Bon, au niveau du Sénégal, les premiers qui ont eu à avoir besoin de spécialistes en Big Data, ce sont les opérateurs. Donc, pour la première fois, on a eu une structure dans laquelle se retrouvent des dizaines de millions de clients.
qui consomment en continu chaque jour leurs services et pour lesquels il fallait trouver des offres au fur et à mesure plus précis et plus adaptés. Donc, ceux-là en ont eu besoin. Ensuite, il ne faut pas oublier le secteur public, l'État, la justice, la santé, l'éducation. Dans tous ces environnements, on traite des données qui proviennent des fois du fin fond du pays où il n'y a peut-être même pas un seul ordinateur, parce qu'on a besoin de savoir combien d'élèves il y a dans une classe qui se retrouve dans un village, qui se retrouve dans une communauté rurale. Et on a besoin d'agréger l'ensemble de ces données pour pouvoir faire de l'analyse et prévoir que d'ici 6 ans, on a besoin de tant de classes en 6e, ou on a besoin de tant de professeurs de mathématiques dans les 10 années. Donc, le big data, on en a besoin et partout. Des spécialistes de big data, on en a besoin et partout. Ok, donc c'est clair. Bon, en fait, bon, les métiers du big data, et aussi, bon, il y a une question bon, qui est assez rigolo. Bon, c'est bon, Oui. comment faire pour faire de l'argent avec le big data, quoi. Bon, mais ça, c'est... Il y a 3 possibilités. Il y a celui qui arrive à concevoir les systèmes big data. Bon, celui-là, il fait de la consultance, il fait de l'argent comme ça. Mais pour qu'il puisse faire de l'argent, il faut qu'il puisse prouver que les autres vont pouvoir faire de l'argent dessus. Donc, il faut qu'il puisse vendre un modèle économique basé sur ces données. Donc, ce sont ces résultats d'analyse, etc., qui vont être nécessaires à une entreprise qui va faire de l'argent. Si aujourd'hui, je reviens aux opérateurs télécoms parce que c'est un groupe télécom, si aujourd'hui les opérateurs télécoms arrivent à optimiser leurs dépenses et à augmenter leurs bénéfices en réduisant malgré tout le coût des communications, c'est parce qu'ils ont pu arriver à analyser de la donnée. Donc, si vous voulez être spécialiste en big data, il ne faut pas juste dire je veux faire de la big data, il faut pouvoir l'appliquer à une logique métier. Donc, ceux qui sont dans le secteur des finances en ont besoin, ceux qui sont dans le secteur de la santé en ont besoin. Quelqu'un a besoin de savoir si je rentre dans un quartier, il y a combien de jeunes ou il y a combien de personnes de plus de 60 ans, est-ce que j'ai intérêt à placer mon cabinet médical dans un quartier? Donc, on peut faire de l'argent avec le big data, mais il faut se trouver dans le bon contexte et choisir la bonne logique métier dans laquelle s'investir. Ok, mais Tech, je pense que c'est assez clair. Et aussi, pour ce qui concerne les métiers du big data, je n'ai pas encore répondu à cette question. Ce qui concerne les métiers. Je pense qu'il veut connaître les différents métiers qui existent concernant le big data, je pense. Non, on les amène souvent dans la logique. Bon, il y a dans les métiers du big data, il y a les développeurs, tout simplement, qui y sont. Il y a ceux qu'on appelle les data analysts. Ils y sont. Il y a les intégrateurs de solutions. Ils sont dans le big data aussi. Ensuite, il y a des métiers un peu plus avancés, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la logique mathématique, etc. Donc, ceux-là aussi sont dans le big data. Donc, tout ce qui est data scientist, data analyst, tout ce qui est développeur, tout ce qui est même administrateur de systèmes d'information ou administrateur de bases de données, des fois, rentre dans la logique big data, mais il faut qu'ils travaillent à cette échelle. Donc, on va avoir des architectes de systèmes d'information qui vont travailler aussi dans le big data. On va avoir en plus ce qu'on appelle maintenant aussi les urbanistes de systèmes d'information. Donc, ceux-là, ils ne travaillent pas juste à l'échelle d'un système d'information, ils travaillent à l'intégration de plusieurs systèmes d'information et à faciliter la fluidification des données. Donc, ceux qui concernent l'architecture, ceux qui sont dans la production, ceux qui sont dans la conception, ceux qui sont même dans l'utilisation des données, eux tous font du big data aujourd'hui. Ok, donc c'est génial. En fait, bon, une question qui me concerne et qui concerne aussi aux télécommunicants, bon, vu que je suis ingénieur à réseau et télécom, est-ce que, oui. est-ce que les ingénieurs en télécom et réseau ont de la place sur le domaine du big data, data mining, tout ça? Ah oui, notamment avec l'augmentation de l'utilisation du cloud, avec l'utilisation de la 5G, avec l'utilisation de l'IoT, eux tous, ils ont leur spécificité. On a besoin d'eux dans ce qui tourne de big data. Aujourd'hui, quand je vais essayer de prendre quelques exemples. Quand les voitures vont être connectées,
Enfin, les voitures commencent à être connectées. On va avoir des protocoles de communication qui sont spécifiques. Les normes commencent à sortir. Les voitures vont communiquer entre elles de façon intelligente et autonome, vont communiquer avec de la 5G. Comment va-t-on faire la prédiction d'accidents? Comment va-t-on faire de la détection d'accidents? C'est pas un spécialiste en administration de base de données qui va le faire. On va se baser sur des échanges qui respectent un certain nombre de protocoles de communication et avoir toute une signalétique derrière qui revient à la couche application ou des fois même à la couche transport au niveau télécom. Et on va avoir de nouveaux spécialistes qui vont venir là-dedans. Quand les objets connectés vont s'appliquer de plus en plus, avec une connectivité permanente, la gestion de toutes les données qui vont venir de ces différents objets ne va pas être juste une gestion de la donnée. Ça va être aussi une gestion des flux. Quand vous prenez un immeuble et qu'on va y placer dans chaque appartement, supposons 5 capteurs, un capteur de température par pièce, on va les relier à un système intelligent qui permet de couper le courant ou pas, en fonction du fait qu'il y ait des mouvements. Et on va rapatrier toutes les données de cet appartement vers un système central qui prend de la décision. Le problème ne va pas s'arrêter au protocole. Ok, si, ça, c'est bon. Ça va être des protocoles, ça va être purement télécom et réseau. Bah oui, ça quand même bon. Oui, et ça, je valide parce que j'ai eu à travers sur ça. Bon, en fait, comment on pourra faire une analyse de données pour pouvoir intégrer de nouveaux protocoles de communication qui pourront permettre bon, de calculer la fiabilité des choses. La fiabilité. On a l'URLC avec la 5G et tout ça. Parce que voilà. même, il y a une question qui revient fréquemment, en fait, qui concerne bon, les enjeux de 5G et avec une fonctionnalité. Mais il y en a énormément, en fait, énormément. Non, il y en a vraiment beaucoup. Quand on prend, par exemple, la RFID, tout simplement, ou bien si on prend le XB, même les protocoles qui fonctionnent sur de très courtes distances, on va avoir, par exemple, des superpositions de fréquences entre deux réseaux d'objets qui sont autoconfigurés, et on va avoir des délais de réponse qui vont être raccourcis. On va avoir des interférences entre les deux systèmes. Et on va avoir des spécialistes en réseau et télécom qui ne vont travailler que sur ça. Bah oui, et aussi, genre, même M. Bambagé a parlé de ça. Et aussi, actuellement, même, il y a l'événement du Cloud Run. Tout ça, en fait, Oui. avec l'utilisation des on a besoin de l'intelligence, de l'analyse des données pour pouvoir automatiser les tâches. Et tout ça, ce qui fait que, bon, avoir des notions en big data, bon, parce que c'est tellement important, en fait, quoi. Il faut juste vous documenter. Non, c'est devenu important, mais c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on va avoir les big data, mais qui vont s'appliquer à une logique métier. Ah oui, c'est ça, oui. Les volumes d'informations sont devenus importants, mais il ne faut pas juste voir, en fait, de nos jours, parce que ça commence à monter encore. C'est pour ça qu'on manque de spécialistes. Mais dans les 5-10 années qui viennent, ce qui va se passer, c'est que les gens vont devoir utiliser leurs connaissances en big data, utiliser leurs connaissances en machine learning ou autres, dans des logiques métiers spécifiques. Et on va avoir de nouveaux processus qui sont optimisés pour ça. C'est vraiment ça qui va se passer. C'est ça. En fait, bon, genre, pour rappel, en fait, que le sujet, ça ne concerne pas seulement le big data. Hein. Il y a Oui. Non, il n'y a pas de souci. En fonction de l'intérêt du public, on est disponible. De Mada Style, qui parle bon, les compétences à posséder pour travailler dans le big data. Bon, et on va arrêter sur ça et après, on va parler bon, du COVID-19 et des projets qui ont déjà vu. D'accord. Ok. Bon, il faut savoir quelles sont les compétences qu'il faut pour travailler sur les big data. D'accord. S'il s'agit juste du big data, il faut avoir des compétences il faut aussi connaître en architecture de systèmes d'information, des compétences en système d'information, avoir aussi des compétences dans la gestion des données. Tout ce qui est SQL, NoSQL, administration de bases de données, etc. Là, il faut s'y connaître. Il faut pouvoir aussi, de nos jours, avoir une couche microservice. Parce que les sources de données maintenant ont tendance à aller vers ça. Donc, une fois qu'on arrive à avoir ces différentes compétences, il faut avoir aussi des compétences mathématiques qui vous facilitent la compréhension de l'organisation et de l'analyse de ces différentes données. Donc, c'est là le pôle de compétences. Maintenant, quand on
trouve ces modèles mathématiques avec des langages qui sont spécifiques, langage R, ou si on veut utiliser du Scala ou autre, on peut utiliser plein d'outils derrière. Mais la compétence fondamentale tourne autour de la connaissance et la maîtrise des architectures, la connaissance et la maîtrise de tout ce qui est système de données, et enfin, derrière, tout ce qui est outils mathématiques. C'est autour de ça que tournent les data science de manière générale. Ah, bon, en fait, genre, mais Moussa, il faut bien préciser avec les mathématiques, sinon les gens vont fuir, hein, parce que vu que nous sommes Non, mais il y a mathématiques et il y a mathématiques. Par exemple, celui qui va être business analyst oui, n'a pas besoin d'avoir un doctorat en mathématiques. ça, oui. Il peut faire des courbes qui sont très, très intéressantes. Il peut produire de la donnée intelligente, intelligible et intéressante pour une structure sans forcément avoir besoin d'un certain niveau de compétences mathématiques. Si, par contre, ce qu'il veut savoir, c'est quelle est la loi mathématique entre la demande et l'offre sur les téléphones Samsung dans un quartier en fonction de, je ne sais pas, tel et tel autre paramètre, et pouvoir prédire cela sur 3 jours ou 4 jours, là, il a besoin d'avoir des compétences mathématiques plus approfondies. Donc, vraiment, il faut que ce soit clair. Hein. En fonction de la complexité de la réponse, on a besoin d'un niveau de compétence adapté. Ok. En fait, bon, il y a aussi une autre question qui me parle bon, à quoi ça consiste le data journaliste? Je pense que c'est ça c'est ça qu'il parle. Data journaliste. Oui, je pense que c'est la Un même data journaliste. data Bon, journaliste. peut-être ça doit être parmi les métiers que je ne connais pas. Je ne suis pas omniscient. Ah, et en fait, aussi, il y avait une question qui concernait le Bitcoin. Bon, il voulait savoir en Oui, fait l'impact du Bitcoin concerne, bon, au niveau de l'économie africaine. d'accord. Au niveau de l'économie africaine, il y a des enjeux qui sont côté positif et côté négatif toujours. Hein. D'abord, il faut se dire une chose. Ces différents types de monnaies ne sont pas toujours reconnus par les banques centrales en Afrique. Donc aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas aller à la CBAO, à la SGDS ou autre et venir échanger du Bitcoin contre du CFA. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut une reconnaissance institutionnelle pour que ça rentre dans nos flux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut comprendre que le Bitcoin facilite certaines transactions. À partir d'un code unique, vous pouvez avoir une forme de compte bancaire virtuel et faire des échanges dessus à un moment de façon instantanée, sans avoir besoin de passer par la banque centrale ou par une banque tiers quelconque. C'est très intéressant. Mais derrière, comme c'est anonyme et c'est hyper protégé, ça signifie aussi que celui qui veut faire de la vente de drogue ou bien du détournement d'argent et faire disparaître son argent dans des systèmes anonymes, ben ça m'intéresse aussi. Et donc cela peut déstabiliser une économie. Donc derrière, ce dont on a besoin en matière de Bitcoin, notamment, ou de tout type de monnaie de ce genre, on a besoin d'avoir un accompagnement juridique clair qui puisse sécuriser les individus. Parce que dans le cas du Bitcoin, si vous perdez le numéro de votre portefeuille, ben vous avez perdu votre argent. Vous ne pouvez pas venir dans une institution avec votre carte d'identité et ensuite on vous redonne vos sous. Ce n'est pas possible. Donc, on a besoin d'un accompagnement juridique, d'un cadre institutionnel qui protège les individus, qui protège les entreprises et qui protège l'économie globale. Donc, de nos jours, si on parle d'aujourd'hui, ce cadre n'existe pas. Néanmoins, ce type de monnaie peuvent s'utiliser de façon, comme on le dirait, informelle. En fait, bon, je pense que j'ai fait une petite erreur. Bon, il parlait de ICOIN, I-K-O-I-N. Bon, là, IKOIN, hein? Oui, c'est la même chose, c'est une cryptocurrency. ok, oui, c'est bien en fait. Je pense que la vidéo va. Oui, c'est une cryptocurrency, c'est la même chose. Il y avait aussi, pour éviter le tracking, n'est-il pas possible de naviguer en mode privé sur le web? Bon, ça. Si, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Mais quand on parle d'anonymat, il faut voir jusqu'à quelle échelle on est anonyme. C'est-à-dire